ministre de l'Intérieur l'était à moins de 35 ans. Mais absolument, c'était la moyenne d'âge. Alioune Badara Mbengue, quand même, bon, oui, suivez mon regard, il avait il était relativement jeune. Oui, mais c'est pour ça que quand on voit une équipe jeune, pour moi, c'est un challenge. Ça représente également, en tout cas, un peu notre démographie. Il faut voir aujourd'hui le nombre de jeunes dans les grandes villes qui se sont exprimés et aujourd'hui qui ont voulu ce changement, qui ont eu le courage de mettre en place, en tout cas, ce couple Diomaye Sonko, malgré tout ce qui a pu se passer. Et avec ce changement, c'est ce que nous vivons. Le Sénégal, c'est un pays qui a plus de 65 ans d'indépendance. C'était différent d'un pays où aujourd'hui les colons étaient en train de passer la main à une nouvelle équipe. Mais le monde a beaucoup évolué. À l'époque, il n'y avait pas le Fonds monétaire. À l'époque, il n'y avait pas, aujourd'hui, la diplomatie n'avait pas connu la situation qu'elle connaît aujourd'hui, le partenariat. Mais aujourd'hui, vous trouvez en place une équipe jeune qui arrive, certes, qui n'a pas d'expérience, mais une équipe qui vient avec ses idées. Mais ne pas avoir d'expérience et gérer un pays, un État, avoir un pouvoir, est-ce que ça peut passer? Écoutez, moi je pense que avec le temps, c'est vrai que ça fait presque 2 ans au pouvoir. Oui. La situation aujourd'hui économique est très difficile. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, il faut leur laisser le temps parce que n'oubliez pas que c'est un régime qui vient avec de nouvelles idées et qui sont à fond dans la souveraineté. Ils veulent changer nos pratiques, ils veulent changer le partenariat, ils ont une autre conception de la gestion d'un État, ils viennent avec des idées nouvelles. Donc forcément, au début, ça ne va pas prendre parce que c'est un pays qui a fonctionné comme ça depuis l'indépendance. Aujourd'hui, il faut changer, il faut revoir le partenariat et dans tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, il est clair que pour le moment, la mayonnaise ne prend pas. Quand je vois que ce matin encore, le Sénégal, qui par le cabinet Moody's a revu son annotation, je pense que ça peut faire froid au dos. Quand on voit aujourd'hui les échanges entre le FMI et le Sénégal, du point de vue, pour moi, diplomatique, c'est pas bon, mais ça ne rassure pas les investisseurs, ceux qui veulent venir au Sénégal. Ils se posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il faut laisser le temps pour que les gens puissent comprendre c'est quoi la conséquence de ce débat, pour moi, qui ne devrait pas être un débat public, et qui est en train de s'éterniser, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va donc devoir attendre combien de temps pour le faire? Allez voir au niveau de la loi de finances 2024, déjà la situation des dépenses dans notre budget, on se rend compte qu'investissement, on est presque ce que peut-être la ville de Dakar a investi, c'est ce que l'État du Sénégal investit en ce moment. Et vous voyez bien que c'est une question assez préoccupante. Mais moi, je dis que je ne perds jamais espoir parce qu'on est sur la 2e phase de leur mandat et espérer qu'au niveau de la 2e phase, avec le plan de redressement que le Premier ministre a présenté, effectivement à la présence du Premier ministre, les nouvelles lois qui ont été votées à l'Assemblée, vous avez bien vu que la loi sur l'investissement a été réaménagée et que bon, c'est une vision claire, peut-être que les Sénégalais ne comprennent pas et que peut-être que demain on pourra s'approprier et comprendre que ça c'est une innovation majeure. Mais à ce stade, ce que nous vivons chaque Sénégalais et ce que je dis c'est que le développement, on le ressent, on ne le théorise pas. Quand tu es chez toi, que le Woyofal, tu payes 5 000 pour 3 jours, que tu payes 2 000 pour 3 jours. Ça, vous pouvez sentir qu'il y a, que lorsque vous donnez la dépense quotidienne, que vous sentez qu'il y a une différence. Lorsque vous prenez une voiture ou vous payez les transports, que vous puissiez le ressentir. Moi, je crois plus à ça. Économiquement parlant, comment vous voyez la situation de l'heure? Mais écoutez, c'est un peu lié à ce qu'on vient de dire. Économiquement parlant, aujourd'hui, c'est vrai que le Sénégal doit faire des efforts. Il faut aller aujourd'hui vers la création de richesses. Il faut aller vers le souverainisme économique aujourd'hui, et quand on a peut-être une position de dire que bon, ben, le Sénégal ne se développera pas avec le FMI, quand par exemple les indices de notation ne rassurent pas, est-ce qu'il n'y a pas des inquiétudes quand même à émettre? Ben écoutez, il y a des inquiétudes. Vous savez, lorsque vous êtes chez vous, vous suivez l'actualité et que vous voyez qu'aujourd'hui il y a de nouveaux partenaires, vous entendez un investissement de 13 000, 15 000, 20 000 milliards. Là, vous êtes rassuré. Vous savez que vous êtes à l'abri aujourd'hui des salaires qui doivent être payés tous les mois et
Donc vous êtes plus rassuré sur la vision, mais et la crédibilité du Sénégal, c'est extrêmement important. Les politiques qui sont soutenues, c'est juste des rapports de confiance que les gouvernants doivent avoir avec les investisseurs. Lorsqu'on sait qu'on a une justice qui est fiable, ben, tout de suite les investisseurs s'y jettent sans gêne. Alors, reddition de compte ou règlement de compte, ce que nous vivons actuellement? Alors, à coup sûr, je pense que ce qui me met mal à l'aise par rapport à ce débat, c'est que je préfère que ce soit la justice qui le prononce. Mais assez régulièrement, ce sont les politiques qui vont au-delà, qui vont en avant sur la décision de justice. Lorsque vous avez aujourd'hui quelqu'un qui vous dit qu'un tel sera arrêté pourtant, alors que la justice ne s'est pas encore prononcée, et que 2, 3 mois, 6 mois après que la justice arrête cette personne, ça pose problème. Je pense que pour moi, la justice, c'est un vase clos. Il y a une séparation de pouvoir. Il faut laisser les hommes de droit, en tout cas, dire le droit. Mais quand on n'est pas un homme de droit, on ne doit pas se prononcer là-dessus. Et toute la confusion vient de là. Parce que les gens parlent de réédition de comptes. La réédition de comptes, c'est bon. Moi, je suis là, administrateur de crédit depuis 16 ans. Quand je reçois une mission d'audit, je suis à la lettre les recommandations. Parce qu'une gestion n'est jamais parfaite. Et c'est là où il est intéressant de se faire auditer et de pouvoir se conformer au texte. Mais quand j'entends souvent un homme politique, ou en tout cas une personne qui n'a rien à voir avec la gestion, commencer à annoncer des choses, pour moi c'est biaiser déjà le rapport qui a été dit. Et c'est pour ça que cette séparation de pouvoir, pour moi, elle est fondamentale. Entre l'exécutif, politisation ou l'usage de la justice pour fragiliser des adversaires politiques? Non. Je ne peux pas le dire. Mais ce que je dois dire aujourd'hui, c'est que nous devons éviter de nous prononcer avant les décisions de justice. Parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a un quatrième pouvoir dont on ne parle jamais, c'est la presse. Et quand la presse se met sur un dossier et qu'ils en fassent le relais, une fois que cette rumeur est partie, l'opinion ne retiendra que ça. Et si la personne a été mal informée, bien sûr, celle qui donne l'information mal intentionnée, ben là, il est difficile de retrouver la vérité, même après une décision de justice. C'est pour ça que de ce point de vue, il faut beaucoup de sérénité pour comprendre déjà comment fonctionne l'État dans sa globalité et comment des sujets sont traités. Moi, j'ai souvent eu à entendre sur la presse des gens faire toute une réflexion sur des marchés où moi je ne suis pas d'accord. Et après, on s'est rendu compte que bon, les choses se sont passées normalement. C'est pour vous dire, faisons attention à ces fausses rumeurs. Mais la responsabilité, si vous devriez la situer sur justement cette mauvaise méthode, ces mauvaises pratiques? Nous sommes tous interpellés. Les politiques, les tenants du pouvoir, ceux qui ont des responsabilités, parce que aussi, il faut le dire, parfois, vous avez des responsables qui s'invitent à ce débat. Quand on a un pouvoir discrétionnaire, on reste dans la discrétion. Mais lorsqu'on a un pouvoir discrétionnaire et qu'on se met à aller à la télé, à faire des annonces, à faire des posts, ça préoccupe quand même. C'est pour ça que moi je pense qu'il faut rester droit dans ses bottes et rester en tout cas un homme qui gère un État. Parce que cette dénomination homme d'État, ce n'est pas un attribut que vous pouvez donner à tout le monde. Donc ce pouvoir discrétionnaire, il faut savoir l'incarner quand on a des responsabilités. Mais est-ce qu'on ne tombe pas un peu sur peut-être ces nouvelles méthodes de gestion, tandem à la tête au sommet de l'État et autres? Est-ce que ce n'est pas aussi lié à tout ça? Pour moi, le tandem, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Nous savons tous qu'aujourd'hui, le candidat du passé, c'était Ousmane Sonko. C'est parce qu'il était inéligible qu'il n'a pas été. Donc, du coup, ils ont eu cette intelligence de mettre en place ce duo qui n'existe pas dans notre constitution. Diomaye Sonko, ça c'était un peu pour sauver l'électorat d'Ousmane Sonko et le capital sympathie dont ils bénéficiaient, d'avancer ensemble, et ça a marché. Aujourd'hui, ils marchent ensemble, ils gèrent ensemble. Ceci n'est pas un problème. Maintenant, le reste, il peut y avoir ça, c'est une situation que le tandem gérera entre eux. Mais l'État, est-ce que l'État connaissait L'État ne connaît pas ça, malheureusement. L'État ne connaît pas ça et mon opinion, à vrai dire, c'est que ce tandem, il faudrait qu'ils s'entendent. Et je prie pour l'intérêt des Sénégalais qu'ils s'entendent, parce que quand une décision est prise par le président, qui doit être consignée par le Premier ministre,
cela veut dire qu'ils doivent développer la plus grande intelligence. Le Premier ministre ne peut pas aller à gauche et aller à droite. Aujourd'hui, je ne vois pas le président de la République se séparer du Premier ministre Ousmane Sonko. Ce serait la fin du PASTEF. Non, mais c'est sa volonté. Il veut un Premier ministre super fort. Ben justement, c'est pour vous dire que je pense que pour moi, le tandem marche. Absolument. Alors, évoquons un peu la commune de Hann. Quel est votre bilan à vous? Écoutez, nous sommes là depuis 2009. Je dis toujours nous, c'est une déformation chez moi, parce que toutes ces belles réalisations qui ont été faites à Hann depuis mon arrivée... Des belles réalisations, vous en voyez là, en tout cas la route là, elle date quand même de Mathusalem. Hein? Oui, mais on aurait eu au moins une route 2 fois à 2 voies. Mais c'est normal, parce que vous vous agitez comme un citoyen lambda, et je vais vous dire, ça c'est une route 2 fois 2 voies quand même, une route 2 fois 2 voies envergure, hein? Où passe presque toute la marchandise qui va dans toute l'Afrique de l'Ouest. Alors, je vais vous dire que si cette route dépendait de la commune, oui, je peux vous assurer qu'on serait de bien meilleures conditions. Mais vous aurez fait le plaidoyer au moins, dire que bon... En ma qualité de député, j'ai fait ce plaidoyer et le projet a été annoncé. Oui. Pour un financement de 2 fois 2 voies. Oui. Pour un financement de près de 75 milliards. Oui. Et les travaux avaient démarré. Oui. Mais malheureusement, il y a eu un changement de régime. Et je crois que le pouvoir... Mais la continuité, où est le problème du changement de régime? Alors, le pouvoir actuel attend de voir quand même comment mettre de l'ordre dans les finances publiques avant de reprendre les travaux. Non, voilà, mais c'était déjà acquis. Ce qui est acquis, oui, mais, la continuité de l'État. Oui, mais vous dites bien que des projets d'utilité publique mais continuent, suivent leur cours. Mais nous ne pouvons que nous en tenir en fait à ce que me dit la Géroute. C'est un préjudice. Donc pour le moment, non, je ne dirais pas que c'est un préjudice parce que vous connaissez les difficultés que nous connaissons, financières, au Sénégal. La situation à Hann Bel-Air, moi la première préoccupation que j'évoquerai cette route économique qui est dans un état que vous voyez. Et imaginez-vous que nous sommes dans la commune la plus industrialisée du Sénégal. Vous êtes presque sûr que vous, en allant tourner l'émission, dans votre tête quelque part, vous vous disiez que bon, nous allons faire une émission dans la commune la plus riche. Mais 80% des tissus industriels, c'est dans votre commune. C'est dans notre commune et vous n'avez pas une route digne de ce nom. Oui, mais avant d'avoir une route digne de ce nom, nous devons d'abord percevoir des taxes que nous ne percevons pas. Ah bon? Ah oui. Ah non, peut-être c'est ce que vous dites. Et ça, ah non, je vous dis que nous avons un budget très modeste et je peux vous assurer que les entreprises de la commune contribuent à hauteur de entre 10 et 15 milliards au budget de la ville de Dakar. Mais parce que c'est l'attente, mais parce que, en tout cas, c'est comme ça que les textes l'ont organisé. C'est pas une et j'ai eu personnellement à faire un plaidoyer en tant que député à l'Assemblée pour revoir aujourd'hui cette clé de répartition. J'aurais pu comprendre qu'on verse une partie à la ville et qu'au moins qu'une autre partie revienne à la commune qui abrite des entreprises. Ce qui pose un problème. Le port autonome de Dakar qui a un statut très particulier, autonome, qui n'a rien à voir avec la commune, mais nous vivons ici toutes les externalités négatives. Regardez l'état des routes. Vous pensez que l'état des routes c'est des petits véhicules? Non, ça c'est une grande route, mais vous avez plus de 2000 camions en surcharge qui passent tous les jours. Regardez tout ce qui est éclairage public, pylône électrique, ça n'existe quasiment plus dans la zone. Lorsque vous réhabilitez au bout de quelques temps, vous les trouvez à terre. Il n'y a jamais un responsable. Donc c'est vraiment pour vous dire que nous avons une préoccupation majeure de ce point de vue. Et peut-être que, bon voilà, je sais que mes collègues, à l'époque, j'avais été soutenu par mes collègues députés, avec qui nous avons fait des plaidoyers là-dessus. Et donc, ça c'est pour la route de Rufisque. Mais la partie résidentielle, où les habitations ont, c'est la partie la plus